safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus Amour, encore. safe sex et plus encore. Bienvenue dans notre podcast Au cœur des corps sur la sexualité et le bien-être, où nous mettons en lumière les soins offerts au centre de santé sexuelle, le Griffon. Ce lieu se consacre au soutien des travailleurs et travailleuses du sexe et de la communauté LGBTQIA+. Et nos discussions s'adressent à toutes et tous. La santé sexuelle est définie par l'OMS de la façon suivante. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les droits humains et droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. Cette définition englobe des aspects très différents de la sexualité. Elle insiste notamment sur le fait que celle-ci n'est pas essentiellement liée au corps, mais aussi aux émotions, au mental et au social. Tout ça permet de remettre la sexualité dans son contexte, un contexte de vie qui bouge et qui s'adapte à nos expériences, nos ressentis, nos fréquentations et parfois nos traumas. Au Griffon, nous sommes un centre de santé sexuelle complet qui couvre toutes ces thématiques. On a donc naturellement l'angle du corps avec les dépistages, les vaccins, la prévention, les traitements et les suivis médicaux, mais aussi, et c'est ce qui va nous intéresser dans l'épisode d'aujourd'hui, l'aspect psychique avec la présence de plusieurs spécialistes qui proposent jusqu'à 5 consultations gratuites. Parmi ces spécialistes, il y a des psychologues bien sûr, mais aussi et surtout des sexologues, et c'est d'elles et eux dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons faire un focus sur ce métier qui peut paraître mystérieux et superflu, mais qui est en fait primordial pour prendre soin de sa santé sexuelle. Pour parler de tout ça, nous accueillons Isabelle et Karl, qui sont tous les deux sexologues au Griffon. Ils et elles vont pouvoir nous expliquer en détail leur parcours et leur méthode de travail. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur des corps. Je suis François, je suis médiateur au Griffon et aujourd'hui on va parler sexologie. On va faire un petit tour de table pour se présenter avec Isabelle, Karl et Tiffany qui est souvent à mes côtés pendant les épisodes. Bonjour Isabelle. Bonjour, Je te laisse te présenter. donc je suis Isabelle, je suis psychomotricienne, sexologue et thérapeute de couple. Très bien. Donc à côté de toi on a Karl. Bonjour, donc Karl, je suis infirmier sexologue et je travaille au CJ de l'Isère, et un peu plus à Vienne. Ok. Et moi, je suis Tiffany, je suis médecin généraliste au dépistage ici au Griffon. Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler sexologie dans sa globalité. Donc la première partie, ce sera autour de la sexologie. Et dans la deuxième partie, on reviendra un peu plus précisément sur vos parcours à vous deux. Voilà. Est-ce que Tiffany, tu as déjà une question pour commencer? Et une question peut-être assez générale sur comment est-ce qu'on vient vous voir, est-ce que c'est remboursé, est-ce que c'est adressé par un médecin et qui vient vous voir? Au Griffon? Non, Non, d'une manière De générale. manière générale. Et au Alors, Griffon peut-être plus spécifiquement, mais... alors, je vais commencer par le Griffon. Moi, ce sont les médiateurs qui m'orientent les gens. La consultation n'est pas gratuite, elle est au tarif, mais elle est financée par la sécurité sociale. Donc, il reste à charge de 0 pour les gens. Et pour le CEGID, la consultation est gratuite, elle est financée par l'État, en fait. Comme toutes les missions du CEGID, elle est gratuite. Et les orientations, elles sont faites, comme tous les CEGID, on vient d'abord faire un test de dépistage, dans les CEGID, et à l'occasion du test de dépistage, tous les intervenants, les intervenantes proposent de parler sexualité ou posent une question sur la qualité de vie sexuelle. Et là, les gens ouvrent le sujet ou pas, et ça peut déboucher sur des consultations de sexologie, en fait. Et dans vos consultations, peut-être qu'on peut parler surtout des consultations au Griffon. Qui vient vous voir et pour quel motif? Alors moi, on m'oriente parce que essentiellement les personnes qui viennent me voir sont orientées par les médiateurs
ou les autres professionnels du Griffon. Certains viennent spontanément en voyant qu'il y a des consultations de sexologie. Donc il y a tout type de personnes qui viennent me voir. Des personnes viennent aussi en couple ou à plusieurs. Les problématiques que moi je rencontre essentiellement, c'est des personnes qui s'interrogent sur leur vie sexuelle, sur leur rapport à leurs sensations, leurs émotions, leurs relations affectives, sexuelles, leur rapport au plaisir. Donc ça fait des sujets très multiples et on parle donc beaucoup de sexualité, mais aussi beaucoup d'amour. Ah, c'est beau. Oui, alors moi, je viens une fois par mois, je viens peu. Les orientations, les gens viennent pour tout motif, avoir un espace de parole sur la sexualité. Il n'y a pas forcément toujours une demande précise au début. Le couple, rencontrer quelqu'un, les questions de désir, de plaisir, les questions aussi de la construction de l'identité sexuelle. Voilà, les principales motivations. J'avais une petite question. Quelle est la différence vraiment entre psychologie et sexologie? Même si ça semble assez évident que la sexologie, on va plus s'orienter sur la partie sexuelle. Ah, une bonne question. La psychologie, la sexologie est une transdiscipline. Donc elle mélange plein de disciplines, de la médecine, neurologie, les hormones, chirurgie, les médicaments. Il y a de la psychologie, il y a de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropo, du droit, de l'éthique, de l'art. Et la psychologie, donc elle va s'attacher à la... Donc on va lier tout ça en fait quand on est sexologue. Quand on est psychologue non sexologue, on va se focaliser sur l'aspect psychologique. Ok. En fait, pour moi, la sexologie, c'est une thérapie où on part de la question de comment je vis ma sexualité, mais la sexualité au sens large, c'est-à-dire c'est quoi mon rapport au plaisir, c'est quoi mon rapport à mon corps, c'est quoi mon rapport avec les autres, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, une femme ou autre chose, qu'est-ce que c'est que d'être en relation sexuelle, affective. Donc c'est vraiment un rapport au monde. Avec Karl, on aime bien dire, tu me dis si je me trompe, mais on aime bien dire que pour nous, la sexologie, c'est une question existentielle, c'est une question d'existence. Comment je mets du plaisir dans ma vie? Donc on va aussi parler de toutes petites choses, du plaisir de manger des pâtes, on en parlait l'autre jour avec Tiffany, aussi bien que des pratiques sexuelles, de pourquoi ça nous plaît pas, pourquoi c'est compliqué. Mais en tirant le fil de la sexualité, c'est vraiment parler de comment je suis par rapport au monde avec mon corps. C'est vraiment au cœur de nous-mêmes, effectivement, avec le corps, et ça déborde largement des questions même de purement de sexualité. Et c'est rigolo parce que du coup, les gens, ils doivent venir, j'imagine, dans vos consultations avec vraiment une problématique sexuelle et peut-être repartir avec une ouverture, enfin une question, questionnement, oui. ouais, qui est beaucoup plus large et vaste sur le rapport à d'autres choses. Alors que leur pour moi, problématique, si c'est comme ça que ça se passe, c'est que du coup c'est un travail réussi, parce que Ouais. c'est effectivement ce vers quoi j'ai envie d'aller avec eux. Et aussi parce que c'est apprendre aussi que la sexualité, c'est pas juste la question génitale, la question de la pénétration, la question de comment on se protège, mais la question de comment on s'inscrit dans la vie. Et donc effectivement, on va se décaler de trucs pratico-pratiques qui sont aussi importants à discuter. On va se décaler de juste les habiletés érotiques pour aller regarder plus largement quelles sont mes ressources, quels sont mes atouts dans la vie. Et peut-être que pour certains, ça va amener au fait que la sexualité, c'est pas si important, que la société, l'entourage me donne l'impression qu'il faudrait que je mette une sexualité active et jouissive au cœur des choses. Et en fait, peut-être que moi, j'ai besoin d'autre chose et que c'est OK. Il y a souvent une demande, et à la sortie, finalement, la demande initiale, elle a changé de nature. C'est souvent le cas. Et aussi, les gens, en fait, il y a souvent une demande qui est confuse. Il y a une impasse qui est vécue et la consultation de sexologie, donc la demande est floue au départ. Et en fait, cette consultation qui dure 1 heure, à l'issue, on sort avec une perspective nouvelle, des billes pour pouvoir réfléchir à sa sexualité, mais d'une façon qui va amener à être plus dans une vérité de soi. Et sortir de cette impasse qui a amené à la consultation.
Oui, la consultation, ce serait un peu, effectivement, on arrive avec une impasse, un problème très ciblé, et qu'en fait, on voit qu'au bout de l'impasse, il y a une petite porte qui ouvre sur un paysage magnifique et beaucoup plus grand que ce qu'on avait imaginé. On est pris, enfin, les gens viennent avec des représentations, des scripts, des injonctions. En fait, ils ressortent avec de la liberté. Et moi, ce que je trouve très intéressant de travailler ça particulièrement au Griffon, c'est que comme au Griffon, on sort des normes, on peut arriver enfermé dans l'idée qu'on ne correspond pas à un système hétéronormé, des scripts sexuels appris, une culture liée à notre orientation sexuelle ou à notre genre. Et on peut avoir l'impression d'être très enfermé parce qu'on n'est pas comme tout le monde ou qu'on serait différent, alors que justement, comme on sort des normes, on peut inventer 10 000 fois, 20 000 fois, 100 000 fois, quoi. Justement, j'ai une question concernant ces normes et ces stéréotypes. Dans la sexualité hétéro-cis, patriarcale, ce que les patients, quand moi j'étais médecin généraliste, venaient me demander, c'était globalement d'avoir un pénis dur dans un trou lubrifié. Globalement, c'était ça qui était important. Ça, c'était le stéréotype qui était attendu. Mais du coup, dans la société queer, dans le milieu queer, est-ce qu'il y a des stéréotypes ou des préjugés avec les gens queer? Est-ce qu'ils viennent avec des préjugés qui malheureusement leur collent à la peau aussi? Alors, moi, je vois peu de gens queer, je vois plutôt des gens homosexuels masculins. En fait, beaucoup c'est Gilles Ah, et puis pour moi, ici. c'est dedans aussi. Ouais, mais du coup, moi, j'ai pas une immense. Moi aussi, mais il y a une sorte de variété que je n'ai pas dans ma consultation. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Mais on est pétri effectivement de représentation de ce que doit être un gay, notamment autour du rapport aux applications et au sexe. Et du coup, qui laisse pas de place, peu de place, pas assez de place à la question d'une rencontre, d'une vraie rencontre. C'est souvent au cœur de ma consultation. Mhm. Oui, à l'intérieur de groupes d'appartenance hors normes bourgeoises, on va retrouver d'autres injonctions qui se reposent, la non-exclusivité, la liberté sexuelle, l'hypersexualité. Chacun va reproduire des choses qui peuvent être tout aussi enfermantes que l'hétéronormativité cis. Mais ce que je trouve passionnant, c'est que peut-être que c'est plus facile quand dès le départ on sent qu'on n'arrive pas à rentrer dans la norme, à ouvrir la porte, alors que pour avoir aussi en cabinet une patientèle hétéro-cis, c'est pas forcément vécu comme une injonction. Le pénis dur dans le vagin lubrifié, c'est comme une attente où il n'y a pas d'autre solution. Moi, c'est ce que je trouve vraiment très intéressant ici, c'est l'immense créativité dans laquelle on peut être. Et est-ce que dans votre formation, vous avez eu des spécificités pour les couples non-binaires, trans, lesbiens, gays? Non. Ok. Voilà. Au DU, on a la formation académique, on a fait le DU de sexologie à la fac, et non, c'est très coïtocentré, hétéronormé. Phallocentré. Phallocentré, non, c'est plutôt nos consultants, toutes les personnes que nous rencontrons en consultation qui nous bousculent, qui nous apprennent, qui nous ouvrent des perspectives, en fait. On s'est fait la réflexion là au mois de mars au congrès des sexologues national où on va tous les ans depuis 8-9 ans. Combien justement en 8 ans le métier avait changé. On l'a vu à travers le congrès que moi, quand j'y suis allée la première fois, on parlait que de dysfonction érectile, d'atrophie vulvaire. Voilà, c'était oh mon Dieu, la Dysfonction ménopause. érectile, du coup, c'est quand on n'arrive pas à avoir une érection satisfaisante. Et atrophie vulvaire, c'est quand la pénétration est douloureuse ou difficile. Voilà, exactement. Donc, où ça n'est pas possible d'avoir un pénis dur dans un vagin lubrifié. Et on ne parlait que de ça. C'était très phallocentré, très hétéronormé. Et voilà, là, en 2025, le congrès était très réjouissant, avec plein d'abords sur le monde queer, l'homosexualité, la transidentité, d'autres formes de couple, la non-exclusivité. Il y avait plein de questionnements autour de qu'est-ce que c'est qu'être un thérapeute féministe, etc. Donc moi, j'ai trouvé le congrès très réjouissant, donc les choses bougent. Oui, ce que je dis sur le DU, c'est le DU que nous avons connu. Voilà, on est diplômé depuis 5 ans, donc on a commencé la formation il y a 8 ans.
Et en 8 ans, il y a eu vraiment une évolution, une révolution. Et moi, je suis intervenu, toi aussi, au DIU, et aussi au DIU dans la formation. Le cours sur le désir, il a quand même bien changé, il a aussi évolué. En fait, jusqu'à il y a 10 ans, peut-être même encore moins, peut-être 5 ans, la majorité des sexologues, à 80%, étaient des hommes médecins. Et aujourd'hui, à 80%, c'est des non-médecins femmes. Donc, de fait, ça change. Oui, donc forcément, le contenu aussi doit changer puisque c'est plus... Ça va être amené à être moins phallocentré, du coup. Exactement. Oui, on a aussi, ça n'a pas été documenté, mais dans le DIU, maintenant, on a toujours des gens qui travaillent déjà dans le milieu associatif queer, qu'il n'y avait pas avant. J'ai des questions pratico-pratiques. Ah. Comment stimuler l'imaginaire sexuel? C'est un sujet très compliqué parce que le risque en stimulant l'imaginaire, c'est qu'en fait, on injecte un imaginaire. Et justement, on voit aujourd'hui en sexologie, mais je pense en général dans la société, tous les effets d'un imaginaire quand même très enfermé par la pornographie qui nous, comme un prêt à mâcher d'un imaginaire érotique. Et du coup, on se pose souvent la question en tant que thérapeute de comment est-ce qu'on guide pour aller vers autre chose sans non plus induire d'autres représentations qui pourraient devenir une nouvelle injonction. Donc, avec Karl, on a plutôt pour habitude d'emmener vers des lieux ressources, la librairie à soi, le bal des ardents, pour aller aussi regarder ce que ça fait que de regarder des photos, parce que donc la librairie du bal des ardents, par exemple, a un gros rayon de photos érotiques, de choses plus vastes. On utilise beaucoup Internet, mais par exemple, moi, je conseille jamais de sites précis. Je conseille des formes. Je vais encourager d'aller, par exemple, écouter les audios, notamment pour les femmes qui, pour beaucoup, ne réagissent pas forcément aux images, mais plus au son. Voilà, d'essayer de chercher, que la personne ne cherche par elle-même d'autres formes d'imaginaire. Mais c'est très difficile de ne pas orienter. Moi, je conseille souvent de faire silence en soi et d'écouter. Parce qu'on est envahi, en fait, on est submergé de sollicitations sans arrêt. Dans une société, c'est vite hyper sexualisé, mais hyper sexualisé où il n'y a que de l'excitation et pas de désir. Et pas d'imaginaire, finalement, si ce n'est celui des autres et celui de l'image. Donc, faire silence en soi et écouter en soi et porter une attention aux sollicitations. Et à laisser le vide en nous, voire l'ennui, pour sentir le désir. Ce qui permet aussi d'accéder complètement aux sensations, où là, en questionnant l'imaginaire, Tiffany, en fait, ça amène tout de suite l'idée du fantasme, de l'aspect mental, intellectuel de la sexualité. Et la sexualité, c'est déjà très ancré dans le corps. Et il y a la question des sensations, qu'est-ce que je sens, de ma respiration, de mes appuis sur le canapé ou dans l'oreiller, du froissement des draps, de la peau de l'autre, de ma propre peau. Si on se ramène aux sensations, en fait, on peut se dégager de l'imaginaire parce qu'en fait, on revient vraiment à l'instant présent. Une présence à soi, une présence à ce qui se passe, en fait, à accueillir. Il faut faire du silence pour accueillir ce qui se passe. Parce que le désir, il murmure à l'oreille. Mais des fois, c'est pas facile de faire la différence entre ses propres désirs, ses propres envies et fantasmes, et ce qu'on a reçu de la société en bagage culturel. Par exemple, en consultation, moi, ça m'arrive d'avoir des personnes qui décrivent des désirs de soumission, et ça fait un peu opposition avec leur posture, par exemple, féministe. Alors, c'est la différence. Alors, il y a la volonté et la raison, du coup, qui dit que la domination ou la soumission, ce serait pas moral, ou pas éthique, d'un point de vue personnel. Mais dans la sexualité, on est projeté dans l'inconscient. C'est le corps. Quand on dit s'abandonner dans la sexualité, c'est que la raison et la volonté, finalement, s'abandonnent au plaisir du corps. La question, c'est plus celle de la domination, c'est est-ce que c'est un système de domination ou est-ce que c'est un jeu de domination? La sexualité devrait être un jeu. Si c'est un jeu, est-ce que c'est bon pour mon corps? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour l'autre? Est-ce que c'est OK? Et ce jeu, en fait, c'est vraiment l'entre-deux où la sexualité, quand on rentre dans la sexualité, c'est comme si on n'était ni dans la réalité ni dans l'imaginaire. On n'est pas dans l'imaginaire parce qu'on est bien en train de faire quelque chose avec notre corps, et on n'est pas dans la réalité parce qu'on n'est pas nous avec notre casquette de professionnel,
qui va à la boulangerie acheter son pain. On est dans un espèce d'entre-deux qui est cet espace de jeu et où là, on peut effectivement être dans des choses qui ne correspondent pas forcément à nos valeurs du monde réel. Et quand effectivement je suis comme toi amenée à échanger sur ça, de dire mais je ne suis pas forcément à l'aise avec ce qui m'excite, ce qui me déclenche du désir, j'invite vraiment à aller écouter dans le corps. Est-ce que je suis tranquille avec ça? Est-ce que quand autour j'ai mis en place le cadre pour qu'il y ait du consentement, que je sois avec quelqu'un avec qui c'est ok, où je me sens en sécurité, est-ce que dans le corps ça marche ou est-ce que ça résiste? Est-ce que j'arrive à m'abandonner? Est-ce qu'il y a quelque chose de fluide qui se passe en moi? Ou est-ce que je sens que ça tire, que ça se braque un peu, que ça se tend, que je résiste, que je me remets à penser, que je me remets à me poser des questions, à revenir dans ma vie réelle, à est-ce que j'ai pensé à acheter ça et pour moi, c'est des signes que, justement, peut-être que là, on est un peu trop dans ce qu'on pense qu'on devrait faire et pas ce dont on a vraiment envie. Moi, j'ai eu ce questionnement en consultation, justement, une consultation queer d'une femme que j'ai vue sur plusieurs années, d'ailleurs, qui est passée d'une sexualité cis, en fait, enfin, hétéro, avec une sexualité maintenant avec des femmes, plutôt dans le milieu féministe. Et cette question, effectivement, d'un jeu de domination questionnait d'un point de vue éthique le couple. Et dans cette situation, il y avait vraiment du jeu et de la confiance et de l'abandon partagé et un plaisir, je dirais, innocent, en toute confiance à l'intérieur de soi. C'est accueillir ce dont j'ai envie, l'accepter et de transformer ça en jeu avec l'autre, un autre libre de désirer la même chose. Et à ce moment-là, c'est bon. C'est bon et c'est beau. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Isabelle, à propos des références de lecture ou de podcasts que tu peux éventuellement recommander toi, est-ce qu'il y en a que tu veux nous donner comme exemple ou c'est vraiment adapté à chaque problématique de chaque personne? J'hésite. Ouais. Alors, c'est vraiment adapté aux problématiques de chaque personne et effectivement où j'essaie d'avoir des variétés dans mes propositions qui correspondent un peu à la culture de la personne. Effectivement, si c'est quelqu'un qui m'a parlé de ses engagements féministes ou pas, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de choses un peu concrètes Moi, j'ai toute une palette aussi de podcasts que je conseille, ou de livres, ou d'articles que j'envoie en consultation. D'ailleurs, je fais un mail en consultation et j'envoie les références pour pas que ça se perde, en fait. Ok. Je fais un copier-coller d'un lien que j'envoie et après les gens l'utilisent ou pas, l'écoutent ou pas, ou vont chercher eux-mêmes quelque chose qui les intéresse et après on en discute ensemble. En tout cas, même si c'est écouté ou c'est pas écouté, c'est pas compris toujours comme je pense que comme je l'écoute moi, mais ça met une pensée en route en fait, ça met une nouvelle dynamique dans la sexualité. C'est ça l'idée, c'est sortir de son point de départ, en fait, sortir de soi pour aller vers un autre univers. Oui, puis c'est vrai que c'est difficile de partager universellement des références parce que il y a aussi le fait que c'est un outil thérapeutique. On en reparle, on n'est pas forcément d'accord. Qu'est-ce que ça a fait vibrer ou déclencher chez l'autre? Et oui, c'est tout le bénéfice quand même de la consultation, de pouvoir en débattre et creuser un peu plus. Moi, je fais des propositions, mais je fais souvent des propositions où je me situe moi, c'est-à-dire que ce sont des choses qui vont m'intéresser moi, mais je me situe moi par rapport à mon âge, par rapport à mon orientation sexuelle, voilà. Je me situe en fait. Et donc les gens après vont chercher voilà, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes idées, le même imaginaire, mais en tout cas ça va les ouvrir à chercher quelque chose de leur côté. Puis c'est les podcasts, il y en a entre sexologues on se les échange, ou je vais les chercher, ou les gens me les amènent aussi. Est-ce que vous donnez des exercices pratiques? À faire à la maison. Des devoirs. Des devoirs. Oui, je donne des devoirs, des choses pratico-pratiques, mais c'est revenir avec un désir qui est apparu, avec quelque chose d'agréable qui s'est passé dans la journée, avec une émotion vécue. C'est l'idée d'insister sur ce qu'on disait, c'est-à-dire vivre la présence à quelque chose et sentir qu'il se passe quelque chose en moi, avec une émotion que ce soit positive ou négative, et on débriefe après.
Moi, je donne beaucoup de devoirs. Tu fais des contrôles aussi. Je me souviens, après un groupe de parole chemsex ici au Griffon, on m'avait dit, j'ai jamais été aussi pressée de faire mes devoirs. J'ai donné 2 types de devoirs, des choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité, mais plutôt ce qu'on disait sur la présence aux sensations, aux émotions, faire un pas de côté dans sa vie pour voir ce que ça fait, pour que ce soit sur des choses où il y a moins d'enjeux que sur la question de la sexualité. Comment est-ce que je peux supporter de transformer les toutes petites choses sans enjeu avant de me lancer, de changer des choses dans la sexualité pour lesquelles je viens déjà avec une difficulté. Donc ça, c'est toute une série de choses non érotiques. Pour les couples, il peut y avoir des propositions d'exercices relationnels, mais pas forcément sexuels. Et après, le travail autour de la masturbation peut vraiment être un accompagnement dans plein de difficultés sexuelles. De quoi proviennent les troubles de l'érection? De quoi provient le vaginisme? Alors, on a 3 heures. Il y a souvent quand même la performance derrière. C'est-à-dire que la sexualité où il y a un acte qui va être mesuré. C'est-à-dire que ce n'est pas une expérience vécue, c'est une expérience, il faut satisfaire à une sorte d'obligation, plaire à l'autre, qu'il y ait une érection satisfaisante pour permettre une pénétration, un manque de sécurité aussi avec l'autre, c'est-à-dire le nouveau partenaire, la nouvelle partenaire en fait, qui peut créer un sentiment de perte de confiance en soi en fait. On n'est pas sûr de soi dans cette nouvelle rencontre souvent. Souvent il peut y avoir ça. Mais effectivement, il faudrait 3 heures pour balayer tout le sujet. J'essaie de te donner des pistes. Est-ce que tu veux une petite réponse? J'essaie de t'en donner une. À la fac, à l'examen. En tout cas, la performance. Où on serait évalué par l'autre. Voilà, parce que les gens, par exemple, j'ai souvent dans les rencontres sexuelles éphémères, où la sexualité va être le point de départ d'une relation. Et donc, on va tout miser là-dessus. Donc, il va falloir être bon ou être bonne, quoi. Et du coup, la sexualité, c'est le contraire du il faut, je dois. C'est je suis bien et on s'amuse. C'est important ça, de dire l'inverse de il faut, je dois, la sexualité. Ouais. Je prends l'exemple du restaurant. Quand on va au restaurant, dans un bon restaurant, on n'y va pas pour ne pas avoir faim. On n'y va pas pour ne pas avoir faim. On y va pour passer un bon moment. Une présence, c'est-à-dire, il vaut mieux des fois la pizzeria du coin avec des bons amis et on a passé une très bonne soirée, plutôt qu'un restaurant gastro où on va manger seul, parce que l'autre a posé un lapin. Alors pour continuer dans la métaphore, moi j'aime bien dire aussi que dans la sexualité, c'est comme dans la nourriture, on peut avoir un immense plaisir à se payer un super gastro, on a mis de l'argent de côté, on se prépare, on fait attention à comment on s'habille, et puis après on s'en rappellera, j'allais manger un truc incroyable. Puis des fois on mange juste des pâtes au beurre et c'est super bon aussi, et des fois on fait cramer le gratin et c'est pas grave. Que vraiment, la sexualité, l'idée, c'est de passer un bon moment et de s'amuser, comme tu dis, et en même temps, des fois, ça rate et c'est pas grave. C'est pas grave de cramer le gratin. On verra demain. Et par rapport à cette question de d'où viennent les troubles sexologiques, peut-être c'est important de redire que la sexualité, c'est quelque chose qui est biopsychosocial. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de biologique, il y a quelque chose de psychologique et il y a quelque chose d'inscription dans la vie sociale. Et donc, c'est multifactoriel et notre travail de sexologue, c'est d'aller chercher, lequel de ces 3 piliers est peut-être le plus à l'œuvre pour cette personne-là, ce jour-là, dans cette problématique-là, et du coup, comment on tire les fils. Et puis, des fois, il faut tirer les 3 fils en même temps, donc c'est là où les situations sont plus compliquées. Et peut-être ce qui est important à dire, c'est que, notamment par rapport au vaginisme, c'est souvent une question, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre les traumatismes qu'on peut avoir subis et les troubles sexologiques. On peut avoir des troubles sexologiques sans traumatisme, on peut avoir des traumatismes qui ne déclenchent pas d'impact sur la sexualité. Et c'est important de l'avoir en tête, qu'il n'y a pas quelque chose qui est inscrit comme une fatalité dans les questions traumatiques. Alors que c'est souvent présenté comme ça. Donc c'est important de le dire, ouais. Petite question pratique, combien de temps dure une consultation au Griffon? Ce seront des consultations d'1 heure. Les gens viennent et je me présente et je leur demande, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? De quoi voulez-vous parler? Tu as quelque chose à rajouter, Isabelle? Je cherche une métaphore culinaire. Je fais beaucoup de métaphores.
Ah mais c'est parfait, c'est génial. Peut-être que ce qui est important de retenir pour les personnes qui souhaiteraient consulter au Griffon, c'est que les consultations, on peut parler de sujets très difficiles, mais on peut venir avec des petites questions, des questions pratico-pratiques, comme tu disais, et c'est OK aussi. On peut démêler plein d'histoires et plein de choses, comme on peut se focaliser sur un point. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de raconter plein de choses sur leur sexualité, sur leur intimité, et on n'a pas besoin de tout savoir. Il n'y a pas de questions intrusives. Les gens parlent en consultation de sexologie, même si au début on arrive, souvent les gens n'ont jamais vu de sexologue et sont inquiets, trouvent ça étrange, ou sont peu perdus, mais en fait rapidement on arrive à parler très facilement du sujet. Et c'est peut-être là la première des motivations à parler avec un sexologue, c'est de faire de la sexualité un sujet qui se parle. Alors, sortir de ce dialogue interne, sortir des ruminations ou des projections. Et aller vers les ressources. Moi, je suis formée en systémie, et du coup, en systémie, notamment en thérapie de couple, en fait, on travaille vraiment sur les ressources, sur les compétences de chacun, du système, et on n'a pas forcément besoin d'aller chercher les causes. Et beaucoup de personnes peuvent avoir du mal à consulter parce qu'ils n'ont pas envie d'aller réveiller des souvenirs sombres, des choses difficiles, et du coup, ils restent bloqués dans des comportements ou des difficultés, par peur de devoir retraverser par la parole tout ce qui a été difficile. Et en fait, si c'est pas possible, on arrive tout à fait à travailler autrement, en partant du présent, de l'avenir, de comment on peut se sentir bien. Et on n'a pas forcément besoin de savoir pourquoi ça va mal. Puis il y a aussi le fait qui dit consulter un sexologue, ça veut dire parler de sexe, et c'est aussi déconstruire quelque chose dont on a été habitué à surtout pas parler, à garder ça tabou, donc c'est aussi une démarche particulière. Alors, justement, on ne parle pas forcément de sexe. Mes Oui. amis, ils se moquent de moi parce que je dis toujours que moi, j'aime pas parler de sexe. Et ils me disent, t'es bizarre, t'es sexologue. Moi, ce que j'aime, c'est parler de sexualité, de Oui. vraiment la chose. Et Pour même moi, ça. parler de sexe, c'est parler des pratiques sexuelles. Donc, s'il y a besoin dans une consultation, on en parle, c'est pas un souci. Mais on vient pas pour parler de cul. En fait, on vient pour parler de qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me dégoûte, qu'est-ce qui me réjouit. Et du coup, finalement, pour moi, c'est beaucoup plus intime que de parler de pratiques sexuelles. Et on est beaucoup moins habitué à le faire. Mais dès qu'on part dans cet angle-là, en fait, c'est beaucoup plus simple de venir se confier à un professionnel. Dans cette première partie, nous avons pu découvrir le métier de sexologue et enlever le voile qui l'entourait. Pour la deuxième partie, nous allons aller plus dans le détail en nous focalisant sur les spécialités de nos deux sexologues et les expériences et formations qui les ont menés jusqu'à là. À très vite! Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver à Lyon 1er, 23 rue des Capucins, du lundi au vendredi de midi à 21h et les mardis de 14h à 21h. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook, et à bientôt pour un prochain épisode de Au cœur des corps. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus Amour, encore. safe sex et plus encore.